Bienvenue sur Planète Info TV. Lors d'un échange en direct sur les réseaux sociaux le 20 février 2025, le président français Emmanuel Macron a exprimé ses préoccupations concernant l'influence croissante de la Russie en Afrique, affirmant que celle-ci attaque nos intérêts en Afrique. Depuis plusieurs années, la Russie a renforcé sa présence militaire et diplomatique sur le continent africain, notamment en s'appuyant sur le groupe paramilitaire Wagner. Cette expansion a conduit au retrait des forces françaises et américaines de certaines régions du Sahel, où Moscou a établi des alliances avec des dirigeants militaires locaux. La stratégie russe en Afrique vise à contourner les sanctions occidentales et à accéder à de nouvelles ressources économiques. En exploitant les ressentiments post-coloniaux et en établissant des réseaux d'influence, la Russie cherche à supplanter les anciennes puissances coloniales, dont la France, dans plusieurs pays africains. Cette situation a conduit à une rivalité accrue entre la France et la Russie sur le continent africain, chaque nation cherchant à défendre et à promouvoir ses intérêts stratégiques et économiques. Je vous laisse suivre la vidéo et vous retrouve à la fin de la vidéo pour la conclusion et la question du jour. À toutes. Et la France, je vous invite à regarder une carte. C'est pas compliqué à comprendre. La France, c'est pas une île. Vous voyez, si on regarde ça juste pour reprendre ma carte de tout à l'heure. Et donc, s'il y a un problème qui commence à arriver là, vous voyez, ça vient vite. Et je l'avais dit il y a quelques mois, Strasbourg, Ukraine, c'est à peu près 1500 kilomètres. C'est pas très loin. Donc il y a beaucoup de gens comme vous qui pensaient que la France, il fallait s'en occuper avant tout et pas s'occuper des régimes qui étaient expansionnistes en Europe dans les années 30 et qui disaient au fond, on peut laisser tomber les territoires annexes, tout ça ne viendra pas jusqu'à nous. Ils ont eu un drôle de réveil en juin 40, ça n'a pas duré longtemps. Comparaison n'est pas raison, je ne suis pas en train de comparer la Russie d'aujourd'hui à l'Allemagne des années 30. Mais enfin, la lucidité me conduit quand même à regarder la Russie telle qu'elle est. C'est une puissance militaire dangereuse qui est devenue impérialiste. Donc depuis tout à l'heure, quand je vous parle de sécurité, de défense, et quand je vous dis qu'en France, on est attaqué sur le plan informationnel, quand je vous dis qu'en France, on est attaqué chaque semaine sur le plan cyber par la Russie, quand je vous dis qu'en France, on est attaqué sur nos intérêts, mettant en danger nos militaires et nos civils en Afrique, quand je vous dis que que nos avions sont menacés, que nos sous-marins sont menacés, c'est la France dont je parle. C'est de vos soldats. Et c'est peut-être de vos enfants, si vous en avez. Donc je parle bien de la France. En la matière, pas de faux nationalisme. Parce que c'est souvent, en vrai, le discours du défaitisme. Et je le connais, ce discours. Alors ensuite, j'ai Raymond sur Twitter. Pourquoi aider l'Ukraine en priorité quand le pouvoir d'achat des Français est en crise? D'abord, je sais qu'il y a aujourd'hui beaucoup de familles françaises pour qui les fins de mois sont très difficiles, pour qui la vie est dure, et je ne mésestime pas, j'ai tout fait pour me battre. Pour cela, je vous invite d'ailleurs à regarder les statistiques. La France est le pays d'Europe où le pouvoir d'achat, depuis 2017, a été le plus préservé, voire pour certaines catégories, a le plus augmenté. Et pour les Français de classe moyenne en particulier, on l'a le plus protégé que les autres face au Covid ou en période d'inflation, et on a dépensé d'ailleurs beaucoup d'argent pour ça. Les mêmes, d'ailleurs, me reprochant d'avoir dépensé trop d'argent pour le pouvoir d'achat des Français. Parfois, vous savez, il faut rester assis. Mais je l'assume, on a protégé le pouvoir d'achat. Simplement, il faut faire des choix. Le pouvoir d'achat des Français, c'est le prix de la vie et des salaires. L'État employeur a pris des décisions fortes. J'ai décidé, moi, dans mes mandats, d'augmenter nos enseignants, d'augmenter nos travailleurs, nos soignants à l'hôpital, comme ils n'avaient pas été augmentés depuis des décennies. Et j'assume ce choix. J'ai décidé de réembaucher des policiers, des gendarmes, des militaires. J'assume ce choix. Mais les salaires, c'est pas l'État qui les fait. Ce sont les entreprises, c'est le dialogue social. Et j'ai plutôt allégé ces charges dans mon premier mandat en transférant une partie des cotisations chômage vers la CSG et baisser les impôts pour pouvoir relancer. D'ailleurs, on a créé 2 millions d'emplois. Mais donc, c'est les salaires après la clé. Et les salaires, ça dépend de quoi? De notre compétitivité, notre capacité à conquérir des marchés, notre force industrielle. Donc, il faut garder une politique de l'offre et après, il faut un bon dialogue social qui permet de poursuivre les salaires. Mais ce n'est pas l'État. Et je ne vais pas mettre dans les salaires. On est déjà le pays qui soutient le plus les salaires au niveau du SMIC d'Europe, avec ce qu'on appelle justement cette prime d'activité qu'on a augmentée, je le rappelle. C'était un de mes engagements de sortie de la crise des Gilets jaunes. Puis de l'autre côté, c'est les prix.
les prix, on a été l'un des pays qui a le plus protégé face à la montée de l'énergie, c'est en train de baisser. On est un des pays qui se bat le plus pour essayer justement de protéger, de baisser ses prix. Mais après, là aussi, c'est la vie économique. Bon. Donc, on fait tout pour aider au pouvoir d'achat. On a pris beaucoup de décisions, mais il faut que vous en ayez conscience, un des pays qui a le plus protégé le pouvoir d'achat. Maintenant, quelle est la bataille pour le pouvoir d'achat? C'est la bataille contre le chômage, c'est la bataille pour l'amélioration des salaires et donc la montée en charge de notre économie, c'est la bataille pour l'industrialisation, c'est la bataille pour l'activité. C'est ça le cœur de la bataille dans lequel la nation doit être engagée. Mais au moment où je vous parle, compte tenu du risque que cela représente, l'argent que nous mettons pour aider l'Ukraine à résister, c'est un enjeu de sécurité nationale. Parce que si l'Ukraine s'effondrait, c'est une victoire stratégique pour la Russie, mais ce serait surtout le début d'une marche en avant. La Russie est déjà en train de déstabiliser la Moldavie qui est voisine, et la Russie est déjà en train de manipuler les élections en Roumanie qui est juste à côté. Vous pensez qu'ils s'arrêteraient en si bon chemin, vous? Donc moi, je n'ai pas envie d'être faible. J'ai pas envie qu'on soit faible. Donc la France a aidé, mais regardez les chiffres. On a d'ailleurs, en montant investi, moins aidé que nos voisins allemands. Il faut avoir la lucidité et l'humilité de le dire. Mais on a raison d'aider l'Ukraine. Parce qu'on défend notre sécurité en faisant ça. L'Ukraine, en quelque sorte, est aux avant-postes de notre sécurité collective. Et on a raison de s'engager dans ce que je dis là, qui est plus de sécurité pour nous et plus de sécurité en Europe. Voilà, j'essaie de vous dire en toute franchise comment je vois les choses. J'ai Laura sur TikTok qui m'écrit « Bonne soirée. Que pensez-vous de l'annulation des élections présidentielles en Roumanie ?» Merci Laura pour la question. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, c'est une décision inédite, très grave, qui a d'ailleurs bouleversé la Roumanie, qui a été prise par la Cour suprême roumaine. Ce n'est pas une décision en opportunité, c'est sa Cour suprême qui l'a. Donc des juges qui ont pris cette décision. C'est extrêmement grave et c'est inédit, et c'est dans l'Union européenne. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que la Cour suprême a identifié le fait que, massivement, la Russie, par des proxys, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des canaux intermédiaires, des faux comptes, des relais, avait manipulé ces élections. Avec d'ailleurs une utilisation massive de certains réseaux sociaux, et avait en fait poussé, même payé des votes, transformé, modifié complètement la sincérité du scrutin. C'est ce qu'elle a dit. Et donc quand le scrutin est insincère, elle a été contrainte d'annuler après le premier tour, ce qui est inédit, mais ça montre ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que nos systèmes démocratiques, en fait, on pensait qu'ils étaient très solides pour toujours. Ils ont une vulnérabilité. C'est que parce qu'aujourd'hui, on s'informe sur des réseaux sociaux, ils peuvent être manipulés par de la propagande à très grande échelle. Et en quelque sorte, les puissances autoritaires qui ont développé ces capacités sont mieux armées que nous. Et ça fait partie du conflit. C'est pour ça qu'on doit apporter des réponses lors de ces élections. Et il faut faire attention, il y a une espèce de faux discours qui est en train de rentrer là, qui est la défense du free speech. J'entendais le vice-président Vance, avec qui j'ai eu un échange très fructueux quand il est venu à Paris, qui était très intéressant, on a eu un bon échange, tout à fait cordial. Il disait qu'il était choqué par cette décision. Moi, ce qui m'a choqué, c'est pas la décision d'une Cour suprême. Je vais pas commenter les décisions de la Cour suprême américaine ou britannique, comme je pense qu'on n'a pas commenté les décisions de la Cour suprême roumaine. Moi, ce qui me choque, c'est que la Russie vienne s'immiscer massivement et fausser la sincérité du suffrage en Roumanie. Donc, il faut faire attention. Si le free speech, c'est en quelque sorte le fait qu'on peut dire tout et n'importe quoi, qu'on peut rouer de coups les gens sur les réseaux sociaux sans raison, qu'on peut tenir les pires discours antisémites et racistes, qu'on peut manipuler l'information en masse si on est fort, ça s'appelle pas la liberté d'expression. C'est pas vrai. Et surtout, tous ces gens oublient de dire que la liberté d'expression, quand il s'agit des réseaux sociaux, ça suppose qu'on ait un peu de transparence sur les algorithmes. Et moi, c'est ça qui me gêne. Vous allez tous faire ce soir, peut-être ceux qui sont en direct ou ceux qui regarderont après cette vidéo, ils auront des bouts, ils iront scroller sur leur réseau. Qui fait que j'ai une vidéo après l'autre? C'est pas mon choix, c'est pas moi qui vais choisir la vidéo après. Il y a quelqu'un qui me pousse la vidéo que je vais avoir en suivant. Moi, j'ai vu les changements des vidéos que j'avais sur certains réseaux depuis qu'ils ont changé d'actionnariat. Mais qui décide de ça? C'est quoi derrière? C'est quoi cette main invisible? Ça s'appelle un algorithme. Il est transparent? J'en connais les règles? Je sais les choix de cet algorithme? Non. L'algorithme, il fait de la politique. Je suis désolé, mais si on veut être des démocraties solides, autant 2.0, il faut
savoir faire face et bloquer les propagandes de pays ennemis qui manipulent nos élections, mais il faut aussi remettre de la transparence dans les algorithmes et qu'on se dise est-ce qu'ils sont faussés ou pas. C'est la clé. Alors, je regarde, est-ce que j'ai d'autres questions? Vous pouvez m'en envoyer, j'ai encore un bon quart d'heure. Après, je dois filer pour appeler le président Zelensky, donc vous pouvez m'en envoyer. J'ai Agnès sur Facebook qui me met « A-t-on réellement les moyens financiers et humains d'assurer notre propre sécurité ?» Alors Agnès, oui, et c'est déjà le cas. Je vais être honnête avec vous. C'est-à-dire que la France, elle a une armée solide, je vous l'ai dit, c'est l'armée la plus efficace d'Europe, à coup sûr, et on a beaucoup investi. D'abord, on a fait des choix historiques pour notre sécurité. Nous avons acquis la dissuasion nucléaire, qui a été un choix historique fait après-guerre, qui a été consolidé génération après génération, qui a été un investissement humain, de compétences inédites et financiers de la nation. Ensuite, on a une armée complète, c'est-à-dire qu'on sait se défendre dans les airs, sur terre, en mer, sous les mers. Et on a des capacités militaires dans tous les domaines où nous sommes autonomes. C'est-à-dire que soit on les produit nous-mêmes, soit on les produit avec des partenaires, mais on n'est pas dépendant des choix de ces partenaires, dans toutes les catégories. Et ça, c'est une très grande force qu'ont très peu d'autres, quasiment pas en Europe. Et on a aussi massivement réinvesti, parce que j'ai pas attendu tout ce qui s'est passé. Dès 2017, j'ai lancé une revue stratégique, on a pris des décisions, puis on a fait passer une loi de programmation militaire qui a réinvesti, alors qu'on était en train de désinvestir depuis une quinzaine d'années, et qui a ensuite, en une deuxième reprise, deuxième loi de programmation militaire, réinvesti encore. Ce qui fait que, avec les deux lois de programmation militaire que j'ai préparées, que le Parlement a votées, qui sont pour la première fois depuis des décennies respectées à l'euro, on aura doublé le budget de nos armées. Bon. Donc oui, nous, on est en situation. Mais on va devoir aller plus loin. On va devoir aller plus loin parce que la menace est en train de changer, parce qu'on a une escalade des capacités de nos principaux adversaires, et parce qu'on va avoir une organisation européenne à construire. Et puis, comme je vous le dis aussi, la menace, maintenant, elle va sur d'autres champs, et donc on doit investir en termes humains, financiers et techniques pour faire face à des déstabilisations par l'intelligence artificielle, par le cyber, par les réseaux sociaux. Et ça, c'est un très grand investissement de la nation, mais nous en avons les moyens. Et puis après, à côté de ça, on va devoir faire des choix. Et je les porterai, j'essaierai de les expliquer, mais c'est des choix entre le court terme et l'avenir de la nation. Nos aînés, nos parents, nos grands-parents, ils ont été amenés à faire des choix. Je veux dire, à l'époque, confère la question de tout à l'heure, on aurait pu dire au général de Gaulle, tous les milliards que vous êtes en train de mettre dans la dissuasion nucléaire, vos voisins ne les mettent pas, pourquoi vous ne les mettez pas dans le pouvoir d'achat des Français, vous êtes un mauvais patriote? On a de la chance d'avoir le général de Gaulle qui a investi dans la dissuasion nucléaire et qui n'a pas investi que dans le court terme. Et nous, on investit beaucoup, on est un des pays d'Europe qui a la plus grande dépense publique. Mais on investit beaucoup, beaucoup, beaucoup pour corriger, pour accompagner, en fonctionnement. On doit investir davantage pour investir, préparer l'avenir. Et c'est de l'éducation à l'enseignement supérieur, à la recherche, à l'indépendance technologique, à la sécurité, à la défense, au climatique. Tout ça, c'est des dépenses d'investissement d'avenir. Et j'y mettrai aussi la santé et notre jeunesse. Et donc, il faut un peu bouger peut-être ce qu'on est en train de dépenser pour le mettre sur les bons sujets. J'ai ensuite Théo Udeliste sur Twitter qui met « Pourrait-on envisager une extension de la dissuasion nucléaire française aux pays membres de l'Union européenne ?» Ça, c'est une question très compliquée, très technique. De fait, depuis le général de Gaulle, et à chaque fois réitéré par tous mes prédécesseurs, on a toujours dit que ce qu'on appelle les intérêts vitaux de la nation, c'est ce qui fait que le président peut être amené à déclencher l'utilisation de l'arme nucléaire. C'est que le président regarde si les intérêts vitaux de la nation sont en jeu, eh bien, avait une dimension européenne. Et donc, notre doctrine, elle a une ambiguïté, et il faut qu'elle garde cette ambiguïté. C'est pour ça que je ne vais pas répondre beaucoup plus précisément, parce que cette ambiguïté, elle crée de la dissuasion. Eh bien, depuis en fait toujours, la dissuasion nucléaire française, elle a dit « je vais regarder aussi mes voisins, et je ne les exclus pas des intérêts vitaux de la nation ». Et le général de Gaulle l'a dit dès le début.
Parce que, contrairement à ce que j'entendais tout à l'heure, le général de Gaulle, dès le début, il savait que la France ne pouvait pas défendre seule sa sécurité et qu'elle ne pouvait le faire qu'unie à un continent. Donc oui, après on aura une discussion dans les mois et les années qui viennent avec plusieurs partenaires pour voir ensuite est-ce qu'on doit accroître, densifier cette solidarité et comment. J'ai une question de Saturnéo sur TikTok. L'Ukraine rejoindra-t-elle l'Union européenne? En tout cas, on a accepté sa candidature, on a commencé à ouvrir les livres et je pense qu'on doit lui permettre de poursuivre ce chemin. Et moi, je pense que dans le moment où on est, alors que l'Ukraine est en guerre et résiste et perd chaque jour, comme je vous l'ai dit, ses enfants pour défendre son territoire, personne n'a le droit de dire l'Ukraine n'a pas le droit de rentrer dans l'Union européenne ou l'Ukraine n'a pas le droit de rentrer dans l'OTAN. Ça fera partie de la négociation de paix, ça fera partie de la suite. J'ai ensuite une Gog Duitrine sur Facebook. Que peut-on faire concrètement en tant que citoyen patriote pour soutenir la France face à cette crise? L'État lancera-t-il un livret bancaire pour soutenir la défense? Je vais vous dire, d'abord, merci pour cette question. Et au fond, c'est exactement un des enjeux de ce soir pour moi. Je voudrais vous convaincre que vous avez un rôle à jouer dans ce moment, dans cette ère dans laquelle nous entrons, et que peut-être dans notre pays où depuis plusieurs années on s'était habitué à se demander ce que le gouvernement pouvait faire pour nous, et il en fait beaucoup, et je vais vous dire, on est un des pays où le gouvernement fait le plus à tous les âges de la vie. On rentre dans une époque où chacun d'entre nous doit se demander ce qu'il peut faire pour la nation française et la République. Et au fond, j'ai besoin de vous. Et donc, j'ai besoin de vous. On va peut-être lancer des produits d'épargne et faire appel, en effet, à la nation pour financer certains programmes. Moi, je ne l'exclus pas. Et donc ça, je vais me coordonner avec certains voisins européens, mais je ne l'exclus pas. Et je pense que c'est une très bonne idée, ce que vous dites là. Mais j'ai besoin de vous aussi, tout de suite, en termes plus concrets, en expliquant, en portant la conscience que vous avez du défi. J'ai besoin de vous, peut-être, si vous y êtes prêts, en rentrant dans la réserve. On a lancé un programme, une réserve, justement, soit auprès de nos armées, soit auprès de notre police, de notre gendarmerie ou autre. C'est mettre vos compétences au service de nos armées. Mettre vos compétences au service de cette mission de défense et de sécurité nationale. Et de dire, si vous êtes informaticien, je vais vous aider sur le cyber, sur les réseaux. Si vous êtes... on a tous des compétences. Vous avez des compétences qui sont importantes pour la nation. Et elles ne le sont pas simplement dans le cadre de vos métiers. Elles le sont parce que dans tous les registres, on a besoin de compétences nouvelles pour raffirmir notre capacité à nous défendre. Et donc, aller vers la réserve. Et puis, je reviendrai vers vous dans les semaines à venir pour vous mobiliser, si je puis dire, sur différents registres. J'ai Hélène sur TikTok qui dit « Pourquoi avoir plus aidé l'Ukraine que Mayotte, département français ?» Alors, non, d'abord, ça, c'est pas vrai. Je peux vous dire que, et c'est normal, l'Ukraine, on l'aide beaucoup plus et on l'a beaucoup plus aidé à travers tous ces programmes. C'est un département et donc on a aussi des politiques sociales tous les jours avec Mayotte et je pense à nos compatriotes mahorais et mahorais qui ont affronté en fin d'année dernière ce terrible cyclone, se battent encore aujourd'hui dans cette phase de stabilisation puis de reconstruction. Mais il ne faut pas opposer les choses, du tout. On s'est battu et on a aidé nos compatriotes à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, quand ils ont eu le terrible cyclone Irma il y a maintenant 7 ans. On se bat quand on a des compatriotes qui ont des moments difficiles, catastrophes justement climatiques sur tous les territoires, et on se bat pour nos compatriotes à Mayotte, comme on le fait aussi pour tous nos compatriotes ou nos paysans quand ils ont un aléa climatique. Et je pense qu'il ne faut pas opposer les choses. On fait les deux, en même temps, comme dirait l'autre. Mais il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Il n'y a pas de l'argent qu'on aurait mis à l'Ukraine qui ne serait pas allé à Mayotte. Ce serait faux de le dire. J'ai Benjamin sur YouTube qui me met « Au vu du risque que représente la Russie pour l'Europe, ne faut-il pas faire comme la Pologne, avec presque 5% du produit intérieur brut pour la défense? Des choix budgétaires durs, mais nécessaires, sont à faire maintenant. » C'est une bonne question, Benjamin. Elle est très forte. Et évidemment, c'est une des questions que je me pose. La Pologne, vous le voyez là, je le dis pour tout le monde, elle est beaucoup plus proche. Elle est à frontière avec la Biélorussie. Et la Russie a déployé des militaires très proches et surtout beaucoup de missiles qui menacent le territoire polonais. Donc elle est aux avant-postes. Donc tous les pays qui sont d'ailleurs aux avant-postes, ils dépensent 4, 5, parfois plus % de leur produit intérieur brut, quand nous sommes à 2%, je vous le rappelle.
On était beaucoup moins en 2017, hein. En tout cas, on va devoir monter. Alors, il faudra monter la part nationale, mais on va devoir monter aussi la part en européen. Donc, c'est ça qu'on doit regarder pour doser l'effort. Et d'ailleurs, nous étions à tel chiffre dans les années 60, 70 et dans les années 80. C'est-à-dire tout le temps où il y a eu la guerre froide. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'au fond, on a un peu oublié ce temps-là. Mais il y a eu des dividendes de la paix, comme je disais tout à l'heure. On avait investi, on était dans un ordre qui s'était stabilisé, puis il y a eu la chute du mur et tout le monde pensait qu'on était dans un monde libre, ouvert, apaisé. Et on a beaucoup moins investi sur notre défense. Beaucoup de pays ont beaucoup baissé. Parfois, nous, on a aussi fermé des bases, baissé. C'est fini. Et donc, aujourd'hui, nous allons devoir réinvestir. On a commencé à le faire depuis 2017. Je m'en félicite. Je crois, je crois pas, la France a fait les bons choix stratégiques. Elle les a fait avant beaucoup d'autres en Europe. Alors que nous étions plus loin que la menace, mais parce qu'on a vu qu'elle pouvait revenir. Donc, nous avons été dans l'anticipation et on a agi au bon moment et à la bonne échelle. Mais on va devoir maintenant, avec nos principaux partenaires en Europe, prendre des décisions fortes pour aller plus loin. Je ne sais pas si 5% c'est le bon chiffre pour la France, mais en tout cas, il va falloir monter. Et donc oui, il faut l'intégrer au reste. C'est pas vrai qu'on peut tout faire. On va devoir faire des choix. Et c'est ça aussi pourquoi j'ai besoin de vous. J'ai K472 sur TikTok qui m'écrit: Monsieur le président ukrainien reste toujours légitime au regard des situations actuelles. Bah oui, je veux dire, faut pas acheter les arguments que j'entends partout. Le président ukrainien, il a été élu par des élections libres en Ukraine. C'était d'ailleurs pas du tout le favori. Je m'en souviens comme c'était hier. Et donc lui, c'est un président élu d'un système libre. C'est pas le cas de Vladimir Poutine, qui tue ses opposants et qui manipule ses élections depuis longtemps. C'est pas le cas, malheureusement, dans trop de pays du monde. Il a ensuite dû prendre, parce que c'était la guerre chez lui, une loi martiale. Est-ce que vous pensez qu'il peut organiser des élections présidentielles ou des élections législatives dans un pays où plusieurs millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens ont fui pour leur sécurité, dans un pays où il a mobilisé plusieurs millions d'autres qui sont au front, où il y a 1000 morts et blessés par jour, et où il y a toute une bande de son territoire qui est conquise par la Russie? De quoi parle-t-on? Est-ce que vous pensez que nous, dans la même situation, on s'amuserait à faire des élections? Il ne peut pas faire des élections. Donc si on veut des élections libres en Ukraine, il faut une paix durable en Ukraine. C'est le préalable. Tous ceux qui le font avant manipulent. Et quel est le projet de certains? Je le sais très bien. Un cessez-le-feu qui ne sera pas respecté. Vite des élections pour les manipuler. C'est pas une bonne idée. Donc oui, le président Zelensky, il est légitime et nous souhaitons plus de démocratie en Ukraine dans la durée grâce à une paix durable. Et le président Zelensky veut la démocratie en Ukraine aussi puisqu'il en est le fruit. Si le système avait été manipulé, il n'aurait jamais été élu président lui-même. Voilà. Écoutez, je vois l'heure qui tourne et je vais devoir aller rentrer en vidéoconférence avec le président Zelensky. Moi d'abord, je voulais m'excuser pour les petits problèmes techniques qu'on avait eus au début. On s'améliorera la prochaine fois. J'espère qu'en tout cas c'était clair et utile. J'ai essayé de prendre le maximum de questions. Et il y en avait beaucoup. J'ai pas pu répondre à tous. Là, je vois encore qu'il défile certaines questions devant moi. Mais écoutez, moi, je vais revenir vous rendre compte en fait de manière régulière. Là, je parle au président Zelensky. Demain, je vais reparler à d'autres collègues européens pour bien me caler. J'irai ensuite aux États-Unis, puis on va continuer la manœuvre. Et puis, on va devoir prendre des décisions pour nous, Français, pour nous, Européens. Et donc, je reviendrai régulièrement. Je ferai des conférences de presse, je répondrai aux questions des journalistes de manière régulière comme j'en ai l'habitude. Mais je veux aussi pouvoir vous répondre de manière très directe comme on vient de le faire là. Et donc, si l'exercice vous a paru utile, je le referai de manière régulière, comme ça, sans filtre, parce que je pense que c'est important. Je veux pouvoir vous rendre compte, vous expliquer, répondre ou à vos critiques ou à vos interrogations, et puis vous dire voilà, qu'on doit avancer. En tout cas, mon objectif ce soir, c'était d'abord de vous dire qu'on est à la manœuvre, en action, pour obtenir une paix durable en Ukraine, avec les Ukrainiens, avec les Européens. Ensuite, que nous devons être conscients tous de la menace que représente la Russie pour l'Europe et pour la France, et donc que ça va nous imposer des choix très forts pour nous-mêmes, pour notre défense et notre sécurité. J'ai essayé d'expliquer ce que ça signifiait pour nous Français, pour nous Européens. Et dans ce contexte,
Dans cette ère nouvelle dans laquelle nous rentrons, j'aurai besoin de vous. J'aurai besoin de votre engagement. J'aurai besoin de votre mobilisation. Et au fond, on a besoin, à nouveau, dans ce moment qui commence, de savoir refaire nation en responsabilité, de débattre de nos accords, de nos désaccords, mais à la fin de rester unis, forts, et de choisir, au fond, l'indépendance de la France, la force de la France et de la République, et l'avenir de la nation, avant toute chose. Merci à tous. Vive la République. En conclusion, Emmanuel Macron accuse la Russie de nuire aux intérêts français en Afrique, notamment en renforçant son influence politique et militaire, souvent au détriment de la présence française. Cette situation s'inscrit dans un contexte de rivalité géopolitique où la Russie, via des alliances stratégiques et le groupe Wagner, cherche à supplanter la France dans plusieurs pays africains. Ce jeu d'influence met en lumière un repositionnement global des puissances sur le continent, où la France tente de défendre ses intérêts face à une concurrence de plus en plus marquée. C'est tout pour aujourd'hui. Et notre question du jour est: pensez-vous que la France devrait adapter sa stratégie en Afrique pour contrer l'influence grandissante de la Russie, ou est-il temps pour elle de repenser entièrement son rôle sur le continent? Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.